Jean-Paul Depère, je suis historien de formation et j'ai donné cours dans cette école d'enseignement secondaire pendant une vingtaine, non 25 ans à peu près. L'historique de l'école, c'est dans 1871 qu'apparaît dans la Gazette de Liège l'idée de créer une association de citoyens. Et cette association de citoyens, c'était pour relancer un peu l'économie liégeoise, qui était un peu à la traîne, en se basant sur les artistes, relativement nombreux, d'après ceux qui sont cités dans cet extrait de la Gazette, et qui sont plus à Liège, qui sont allés s'installer à Paris et qui ont un grand renom. Donc on se dit qu'on devrait garder peut-être ces gens sur Liège et développer à Liège une institution, en quelque sorte, qui améliorerait l'aspect artistique chez les artisans, en très gros. Il est hautement probable que ce projet d'association de citoyens ait été rédigé par De Sauer, qui était l'éditeur de la Gazette de Liège, et on signale d'ailleurs dans ce fascicule qu'il faut envoyer une réponse ou des suggestions à De Sauer. De Sauer en recevra une, dit-il. Un Lillois, un habitant de Lille, lui explique qu'à Lille, on a créé une académie des beaux-arts en 1850 et qu'en 20 ans, il a fallu déjà changer de bâtiment parce que l'institution est remplie et qu'il y a de grands progrès au niveau de la formation de la classe artisanale, en quelque sorte. Il est aussi probable, d'après certains historiens, que ce texte soit rédigé par De Sauer lui-même, évidemment. Il tient le projet à bout portant. Le projet va évoluer parce qu'un peu plus tard, il va avoir une deuxième réponse que nous connaissons, qui est conservée dans les archives, c'est le texte de Jacques de Heusies. Jacques de Heusies est un très grand personnage liégeois qui est enfin mieux connu comme il a été étudié par un futur docteur en histoire l'an passé, publié dans le bulletin Institut archéologique liégeois de 2019. De Heusies, qui est diplomate. Il est de formation très économique, il est diplomate, il réside à Paris où il représente le prince-évêque, et il va là aussi lui dire tout le bien des artistes liégeois en France et tout ce qu'ils ont pu apporter à la France et qu'ils pourraient apporter à la principauté. Mais il va plus loin parce qu'il suggère évidemment d'organiser une société qui pourrait gérer cette future école d'art. Et cette école d'art, il faudra la subventionner, il faudrait de l'argent, évidemment. Le problème du financement de l'époque de la principauté jusqu'à nos jours, en quelque sorte, a toujours été le nerf de la guerre. Et il signale que probablement, nous sommes en 71, probablement les jésuites risquent d'être supprimés par ordre du pape. Et si on les supprime, on pourra, comme à Liège il y a deux couvents, le couvent des jésuites wallons, qui est sur l'actuelle place du Vintou, et le couvent des jésuites anglais, qui est rue Montagne-Saint-Walburge d'aujourd'hui, devenu région wallonne aujourd'hui, les bâtiments de la région wallonne. Supprimant les jésuites, on pourrait récupérer tout leur matériel, d'une part, on pourrait leur donner une pension, évidemment, parce qu'ils ont des biens hors de Liège, évidemment, qui seraient confisqués aussi, et avec cet argent, on pourrait probablement subvenir à cette école d'art. Si on ne supprime pas les jésuites, et d'une manière un peu hypocrite, de Heusies qui est tout à fait pour, signale quand même, si on ne supprime pas, et je souhaite qu'on ne les supprime pas, mais on sent qu'ils pensent le contraire, on pourrait installer cette école dans le séminaire. Le grand séminaire se trouve à peu près à la place de la République française d'aujourd'hui, et on transférerait ce séminaire dans le couvent des Sœurs de Hasque, qui se trouvait rue Sœurs de Hasque. Ce projet fait assez bien de bruit à Liège quand même, et De Heusies en reparlera dans un livre sur la création d'un hôpital général. En effet, il pensait qu'on pourrait, ça est très traditionnel sur ce point, mettre dans le même espace, un peu une prison en quelque sorte, les sans-abri, les chômeurs, les artisans très pauvres, pour les nourrir et les loger et les habiller, mais aussi, en contrepartie, les faire travailler pour les différentes entreprises liégeoises. Et pour qu'ils puissent travailler, puissent se faire la main en quelque sorte, il pensait qu'on pourrait évidemment mettre à côté de cette institution
et hôpital général, on pourrait créer effectivement une école de peinture. C'est en gros à ce moment-là, nous sommes là en 1875, que rentre d'un long voyage en Italie et en Suisse Jean-Nicolas de Fassin, un peintre liégeois qui était formé à Bruxelles et à Amsterdam, qui est assez connu dans la région et qui va directement être poussé à vouloir faire quelque chose dans la même direction. Il va demander à la ville la possibilité d'avoir des locaux, ce que la ville va lui donner, et on va lentement mais sûrement organiser autour de Nicolas Fassin des cours. Mais rapidement aussi, on ne va pas avoir de place pour mettre tout le monde, donc il va falloir trouver et de la place et de l'argent, et c'est là que va intervenir le prince-évêque de Belbruck. Charles de Belbruck est un homme qui est assez moderne pour son époque. Comme tous les princes-évêques, évidemment, il garde une certaine autorité, pour ne pas dire un peu plus, mais il est très ouvert quand même aux philosophes. Nous sommes au siècle des Lumières du côté français, entre autres, et Charles de Belbruck qui est franc-maçon par ailleurs d'ailleurs, très bon vivant aussi et très connaissant bien la bourgeoisie liégeoise, va décider de soutenir cet établissement que Fassin est en train de mettre sur pied et de le prendre sous sa responsabilité. En quelque sorte, c'est l'État liégeois qui va donc prendre la responsabilité d'organiser une école de peinture. Où va-t-il trouver l'argent? Il y a une partie à lui, directement, une partie de l'argent des finances de la principauté, et entre-temps, les jésuites ont été supprimés. Donc on a pu récupérer effectivement ce qu'on appelle la jointe jésuitique, c'est-à-dire les financiers, le bureau des finances qui gère ce que les jésuites rapportent à la principauté, du moins la vente des biens rapporte à la principauté, et là il y a un peu d'argent qui permet au prince-évêque d'instituer, de créer son académie. Je dis son académie parce que le premier texte que nous avons, effectivement, c'est un précis, un règlement pour l'académie de peinture, dessin et gravure de Liège. Nous avons pris comme date pour les différents anniversaires 1775. En fait, le plus ancien document qu'on a date de fin 74, c'est dans la Gazette de Liège, de nouveau, où on trouve un appel lancé par le prince à l'organisation d'un concours qui aura lieu le 2 janvier 1775 pour engager les enseignants de cette future école. L'acte de fondation de l'académie lui-même, ou l'acte dans lequel le prince, en tant que prince, aurait signé quelque chose, a semble-t-il été exposé lors d'une exposition en 1895, quand on a inauguré ce bâtiment, mais il était dans une collection privée et je ne l'ai jamais retrouvé par après. Comme on va vers un 250e anniversaire, on va continuer les recherches et essayer de peut-être retrouver dans les archives liégeoises cet acte. Le prince-évêque donc met la main, et plus que la main, il met ses finances pour organiser cette école. Il va désigner très rapidement, une espèce de comité avec à sa tête le sculpteur Évrard, et il va choisir un certain nombre de professeurs, il y en a 8, et le premier de ces professeurs et directeur, c'est Léonard de France, qui à ce moment-là est en France, à Paris, effectivement. Il va le rappeler d'urgence, il va demander aux représentants liégeois qui n'est plus de Heusies à ce moment-là, à Paris, de retrouver absolument ceux de France et de le renvoyer à Liège. Là, ce qu'on a découvert récemment, c'est effectivement que de France était là parce il se plaint un peu d'avoir été choisi quelque part, parce qu'il a beaucoup de travail à la demande du prince. De France a beaucoup peint de scènes d'intérieur, d'entreprise, de travail, etc. Et qui pouvait servir en quelque sorte de publicité pour les entreprises liégeoises. Et de France va quand même finalement rentrer ici à Liège et donner et organiser le cours de dessin essentiellement et de peinture de cet établissement. Tout au début, il est installé dans la pièce du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville actuel, côté gauche quand on entre par la place du marché.
Et dans ces deux pièces, on donne donc les cours l'après-midi essentiellement. Un règlement a été émis, bien respecté semble-t-il, et rapidement il faudra trouver d'autres locaux, ce sera tout le problème à régler par le prince. Ils iront d'ailleurs dans un local. Mais comme vous le savez, le prince-évêque va être remplacé par Charles de Hunsrück, le dernier prince-évêque liégeois, qui lui est beaucoup plus autoritaire, va se séparer de France et prendre un autre directeur, Drep, et il va surtout se faire renverser par la révolution liégeoise. Et cette révolution liégeoise va entraîner, non pas la suppression de l'Académie de Wellbrück, elle semble encore fonctionner quelque temps, en vivotant, mais surtout va entraîner le grand bouleversement de l'Europe, parce qu'à côté de la révolution liégeoise, il y a évidemment la révolution française, qui se déroule au même moment. Et vous le savez, les Français vont conquérir les anciens Pays-Bas et l'ancienne principauté de Liège, et supprimer toutes les institutions dépendant du pouvoir religieux, et en les supprimant, ils suppriment effectivement l'Académie. Mais ils vont créer rapidement dans les différents chefs-lieux, et Liège est un chef-lieu du département d'Ourthe, des écoles dans lesquelles un cours de dessin est donné, et ce cours sera donné par Léonard de France. On a conservé d'ailleurs ce que je pense être son premier discours devant ses élèves. On le mentionne dans le livre où il explique pourquoi il a accepté ce cours et à quoi ce cours doit servir dans la formation des Liégeois. Donc Léonard de France va donner ce cours de dessin à l'école centrale française, qui se trouvait dans l'ancien couvent des Jésuites wallons, donc place du 20 août d'aujourd'hui. Et cette école va être supprimée par le régime français en 1807 ou en 1808 et ne sera malheureusement pas remplacée. Les Liégeois se réunissent de nouveau en association, l'émulation a repris un peu de vigueur, et la société d'émulation, et on essaye de trouver une solution qui aboutira finalement à la création en 1813, la création sur papier de l'Athénée des Arts, qui sera reconnu par le préfet du département de l'Ourthe, mais il faudra l'organiser, on cherchera un directeur, et ce directeur sera finalement désigné à travers le peintre Hennequin, qui est un peintre français, qui s'installera donc à Liège, mais le temps de mettre tout ça en place, Napoléon a perdu Waterloo, je simplifie, et le régime français s'écroule, et donc avec lui, l'Athénée des Arts, finalement, n'a existé que sur papier, elle n'a jamais réellement donné de cours. La principauté de Liège devient par après hollandaise, avec le reste des Pays-Bas autrichiens pour créer la Belgique, et cette Belgique d'alors est donc intégrée aux Pays-Bas global. Le prince Guillaume, qui est devenu roi des Pays-Bas, organise lui aussi dans chaque chef-lieu de province une école de peinture, une école de dessin gratuite, c'est son nom, école gratuite de dessin, mais où on pourrait enseigner aussi la peinture, la gravure et la sculpture. Cette école va se développer à Liège pendant une bonne quinzaine d'années, avec la petite anecdote, c'est que le seul professeur au départ ayant tellement de boulot, il faudra en mettre un second. Et ce second professeur, comment va-t-on le payer? En divisant le salaire du premier en deux. Et ainsi, nous avons eu 2 professeurs. C'est une méthode assez radicale, faut-il le dire. En 1830, cette école fonctionne toujours. La révolution belge, cette fois-ci, met les Hollandais dehors. Mais pendant 3-4 ans, c'est toujours l'école hollandaise qui continue. C'est l'école gratuite, plus exactement, de dessin, qui continue, avant qu'un certain nombre de bourgeois liégeois, le bourgmestre entre autres Jeanne, vont décider de proposer au conseil municipal, au conseil communal, qui s'appelle à l'époque conseil de régence, le fait de créer une nouvelle école d'art. Et c'est logiquement la suite de l'académie qui apparaît. La ville de Liège donc, décide en 1935 de recréer ou de créer une nouvelle école.
Philippe Delettre. J'ai une formation d'historien d'art et j'étais professeur d'histoire de l'art ici dans cette académie pendant une quarantaine d'années, retraité depuis la fin de 2017. Alors, l'académie communale instituée donc en 1835 a été abritée dans un ancien hospice qui se trouvait, l'hospice Saint-Abraham, qui se trouvait en Ferronstrée. Alors, le bâtiment n'existe plus. Il a été remplacé par, les anciens liégeois se souviennent certainement de l'ancienne implantation de l'innovation en Ferronstrée. Aujourd'hui, c'est un complexe de bâtiments qui est occupé à subir d'importantes transformations. Ça a abrité également à un moment, je ne sais pas si ça l'est toujours, le magasin Wibra. Donc voilà, on a situé l'endroit. Et cet établissement, c'était donc un hospice, un ancien hospice désaffecté qui appartenait à la ville et donc qui a été affecté à l'Académie des Beaux-Arts. C'est un bâtiment, vous comprenez bien, qui n'était pas adapté à l'enseignement des beaux-arts, à la peinture, au dessin ou à la sculpture, et étant donné le nombre très important d'étudiants, la vétusté des locaux, le manque de lumière, l'humidité, très rapidement, les professeurs se sont plaints de l'inadaptation de ces locaux auprès du collège communal. Et il a fallu attendre de nombreuses décennies avant que l'on s'inquiète de la situation. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour qu'on décide de réfléchir à la possibilité de la construction d'un nouveau bâtiment. Alors il y a eu toute une série de réflexions dont on parle dans le livre afin de savoir où, sur quel terrain la ville allait envisager la construction d'un bâtiment affecté à l'enseignement des beaux-arts. Finalement, on s'est décidé sur un terrain que la ville venait d'acquérir et qui était jadis occupé par un couvent. Il y avait une église, le couvent Sainte-Claire. Cette partie a été rasée pour construire l'académie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette académie a été pensée, dessinée par Joseph Lousberg, qui était architecte de la ville à l'époque, et le bâtiment a été inauguré en juillet 1895 par Léopold II. Il est venu ici en juillet 1995 pour inaugurer l'académie, et il a également rendu visite à un salon d'agriculture. Le matin, on a tout le détail de sa journée. Il a inauguré l'académie et il a également inauguré un nouvel hôpital à Bavière le même jour. Alors l'architecture qu'a conçue Lousberg, alors Lousberg, qui est-il? C'est un nom qui ne fait peut-être pas sens auprès des Liégeois. En fait, Joseph Lousberg était l'architecte de la ville et il a construit de nombreux bâtiments, des écoles primaires, il a construit des crèches, et il était l'architecte affecté, l'école de la rue Maguin, l'école de la place Vieille-Montagne, etc. Pierre à Liège, l'école de Jean Fosse. Enfin, c'est quelqu'un qui a signé de très nombreux bâtiments. Peut-être l'académie, pourrait-on avancer ce titre, cette qualité, c'est un peu son chef-d'œuvre. En tout cas, il a particulièrement soigné le style du bâtiment en choisissant de s'inspirer de l'architecture de la Renaissance italienne. Alors, les Liégeois qui passent rue des Anglais se trouvent face à une façade finalement, je ne dirais pas quelconque, mais en tout cas assez sobre,
qui tranche singulièrement avec ce que l'on peut trouver à l'intérieur de l'école. Je pense au couloir du rez-de-chaussée ou à l'escalier monumental qui monte au premier. Je pense aussi à la cour intérieure, où l'on voit que Lousberg a adopté le principe de la cour, comme on pourrait en trouver dans les palais de la Renaissance italienne, une cour intérieure, alors que finalement, d'un point de vue strictement fonctionnel, la cour, elle ne sert pas à grand-chose pour l'enseignement des beaux-arts. On y va, encore aujourd'hui, on y va bien souvent que les premières semaines de septembre et puis les dernières semaines de juin. Ce qu'on peut aussi observer, c'est le respect des ordres. Au premier étage, vous avez un ordre d'inspiration dorique. Au premier étage, au rez-de-chaussée, donc vous avez ça. Au premier, vous avez de l'ordre ionique. Et au deuxième étage, où se trouvent notamment les classes de peinture et les classes de l'enseignement secondaire, vous avez des fenêtres géminées avec des chapiteaux corinthiens. Donc cette cour est plus particulièrement décorée, et c'est là-bas que l'on trouve aussi ce superbe escalier à double révolution que certains pourraient peut-être, certains audacieux pourraient peut-être comparer à celui de Fontainebleau, un autre château de la Renaissance. Enfin, c'est un bel objet dont on peut encore aujourd'hui s'interroger sur l'utilité. En fait, c'est un geste architectural qui sert aujourd'hui et qui a servi même jadis essentiellement comme tribune pour photographier les étudiants à l'occasion des photos de classe, des photos d'atelier, etc. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a quand même quelques problèmes à l'école. Un grand nombre d'étudiants ne fréquentent plus les cours vu qu'ils ont été mobilisés, ou qu'ils sont décédés d'ailleurs. Et il y a de plus tous les problèmes pratiques de ravitaillement en papier, en charbon pour tenir l'école chaude, à peu près chaude en hiver, etc. Par contre, ce qui m'a marqué lors de la première édition de ce livre, c'est une lettre d'un major médecin italien que j'ai trouvé dans les archives de la ville, qui remerciait le directeur François Maréchal, le graveur, d'avoir très bien accueilli les soldats italiens. Je me demandais personnellement ce que faisaient les soldats italiens en 1918 à Liège, comme la Première Guerre mondiale s'est terminée non pas par une bataille, mais s'est terminée par un armistice le 11 novembre. Et on a finalement découvert ce qui s'est réellement passé. Le 11 novembre 1918, l'officier dirigeant de la citadelle de Liège signale à la ville de Liège qu'il s'en va avec ses hommes, l'officier allemand, qu'il s'en va avec ses hommes vers l'Allemagne, et abandonne sur place 3000 personnes, 3000 prisonniers, qui redeviennent soldats en quelque sorte, comme la plupart sont des soldats à l'origine, et de différentes nationalités, qui sont pour la plupart en très mauvais état de santé. La ville de Liège va prévenir la Croix-Rouge va aller voir sur place, et catastrophée par la situation à la citadelle, les bâtiments n'étant pas du tout aptes à tenir le coup, la ville va reculer l'ouverture des cours de l'académie et va organiser à l'académie, dans le bâtiment de l'académie, un véritable hôpital de campagne, en quelque sorte une ambulance, comme on disait à l'époque. Et on va y descendre en 2 jours, descendre de la citadelle, qui est quand même à 100 mètres plus haut, pas à 100 mètres plus haut, à bon kilomètre de distance, mais en pente effectivement, on va descendre à peu près 1500 anciens prisonniers, redevenus soldats, qui sont en très mauvais état et vont être soignés dans cette école. L'ambulance de l'académie va accueillir aussi 1500 autres personnes qui sont des prisonniers revenant d'Allemagne, des prisonniers souvent belges, français, portugais, italiens, qui revenant d'Allemagne s'arrêtent ici. C'est la première ville
d'un pays libre qu'ils rencontrent et ils s'y font soigner. On a découvert toutes ces explications dans le dossier rédigé par la Croix-Rouge de Liège, qui était à cette époque-là présidé par le docteur Sneyers. Et ce rapport est particulièrement stupéfiant. Il décrit les nombreux types de maladies qu'il a dû soigner dans cet hôpital. Il signale qu'il y a eu 75 décès. Ces personnes se retrouvent maintenant, dont les corps se retrouvent maintenant au cimetière de Robermont, dans le cimetière réservé à la guerre 14-18. Et il décrit aussi la manière dont on a travaillé ici, comment a-t-on pu soigner toutes ces personnes. Là, l'explication a été donnée à travers la presse. En effet, les Allemands voulaient faire de Liège, en 1918, en arrière du front, une ville médicale en quelque sorte, et avaient envoyé plusieurs bateaux remplis de matériel médical. Et ces bateaux étaient arrêtés à Liège. Il a suffi de mettre la main dessus quand les Allemands sont partis, comme ils ne sont pas repartis avec. Et on a amené ici à l'école des dizaines de lits, des centaines de bidons, de tas de produits de tout genre, des tas d'appareils. Donc, ce fut un véritable hôpital qui fut monté en 1918, à partir du 12 novembre. Il sera fermé le 1er mars 1919 par le départ des derniers prisonniers, redevenus libres, donc des derniers soldats. Nous connaîtrons aussi malheureusement la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette Deuxième Guerre mondiale, il y aura dans le bâtiment aussi plusieurs types de problèmes. D'une part, nous allons abriter dans les caves, dès 1940, toute une série d'œuvres d'art publiques. Donc de nombreuses statues vont être démontées dans le centre de Liège, oui, dans le centre surtout, et être amenées ici dans les caves par rapport à la rue principale, à la rue des Anglais, mais qui sont en fait le rez-de-chaussée par rapport à la cour intérieure de l'école, occupée aujourd'hui par les cours de sculpture. On va là systématiquement mettre toutes les statues, mettre pas mal d'œuvres d'art venant du musée d'Assembourg, venant du musée Curtius actuel, qui avait d'ailleurs subi quelques dégâts lors de l'explosion des différents ponts. Et au sujet d'ailleurs de l'explosion des ponts, remarquons qu'en 1940, quand le pont des Arches ressaute pour une deuxième fois, les statues qui avaient déjà sauté en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, pas en 18, qui avaient été repêchées dans la Meuse, qui avaient été restaurées par l'Académie, comme ces statues avaient été ramenées ici dans la cour de l'école, et Oscar Berkmans, entre autres, avait travaillé pour les restaurer, avaient été remises en place et redisparaîtront une deuxième fois par le deuxième dynamitage de ce pont des Arches. Mais à côté de ces statues, je pense entre autres, parce que quand on parle de statues, pour les Liégeois, c'est quand même le Toré qui s'est retrouvé ici, la Vierge de Delcourt qui s'est retrouvée ici, des morceaux de la fontaine de Jean-Baptiste, la statue de Jean-Baptiste en hors-château. Donc tout ça s'est quand même retrouvé ici dans nos caves. Un deuxième épisode, évidemment beaucoup plus malheureux dans cette Deuxième Guerre mondiale, c'est l'organisation nécessaire dans cet établissement de ce qu'on a appelé des ateliers de peinture, des ateliers d'artistes plus exactement, pour pouvoir donner en quelque sorte une aide financière à différents artistes liégeois. On a organisé ici à partir de l'Académie, c'est la ville qui a organisé à partir d'ici, la restauration d'œuvres d'art, l'organisation de fresques dans les bâtiments communaux, la possibilité de restaurer des livres, de restaurer des estampes auprès d'artistes qui recevaient en contrepartie des heures qu'ils prestaient ici ou sur place, recevaient une petite subvention, une petite aide en argent ou en bons de rationnement. Mais même, pourquoi est-ce que la ville, qui à ce moment-là était dirigée par un collège pro-nazi, comment est-ce que la ville a accepté ce genre de choses? Mais elle espérait qu'un certain nombre d'artistes seraient finalement tentés, comme on leur demandait, de faire des expositions en Allemagne. Finalement, presque tout le monde a refusé, mais pas tout le monde, a refusé d'exposer en Allemagne. Et face à ce refus,
l'aide aux artistes a été supprimée. Et il faut quand même ne pas se voiler la face. Il y a eu dans l'école quelques enseignants dont certains ont été clairement condamnés, qui ont participé de près, je pense à un seul, qui a été condamné et a été arrêté en 1947 en Italie et qui était ici professeur d'histoire de l'art après quelques coups de piston, comme on dirait aujourd'hui, pour être nommé. Parmi les personnalités connues, moins connues, qui sont passées à l'Académie, on pourrait peut-être partir des personnalités que la ville de Liège a choisi de célébrer au travers des attributions de noms de rues. Auguste Donnet, Adrien de Witt, Richard Heinz, on pourrait continuer, la liste elle serait assez longue. On pourrait aussi évoquer le nom de Robertson, qui est un personnage tout à fait hors du commun, qui a suivi les cours ici sous l'Ancien Régime avant de faire carrière à Paris et de développer un spectacle qui a fait les beaux jours des soirées parisiennes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Il avait imaginé un spectacle dont on pourrait dire aujourd'hui qu'il est un peu l'ancêtre du cinéma, puisque profitant de ses qualités de dessinateur et profitant aussi de son ingéniosité, il avait développé un spectacle audiovisuel où il pouvait ainsi faire apparaître, avec la complicité bien sûr de comédiens qui prêtaient leur voix, pouvait faire apparaître l'une ou l'autre personnalité grâce à ses lanternes magiques. Et on raconte que le public parisien a connu, a donné vraiment beaucoup d'attachement à ces spectacles. Par ailleurs, plus tard, Robertson s'est illustré dans le domaine de l'aéronautique. Après ces spectacles, il s'est passionné pour les ballons et il a fait quasiment le tour d'Europe dans différentes implantations, différentes villes, et il s'élevait dans les airs. Donc c'est un personnage méconnu des Liégeois, bien connu des historiens du cinéma, bien connu sans doute aussi des historiens des prémices de l'aviation, mais aujourd'hui c'est une rue un peu oubliée de Liège. On pourrait aussi, outre les peintres, on pourrait peut-être évoquer dans le domaine de la photographie et des tout débuts de la photographie en Belgique, nous avons quelques personnalités qui ont, comment dire, tout au début de la photographie, lorsque la photographie est apparue en 1839 à Paris, mais quelques mois plus tard, il y a eu ici à Liège des gens qui se sont passionnés pour la photographie, et ces personnes, je pense à Kips notamment, il avait suivi des cours de dessin ici, à l'école gratuite de dessin auquel Jean-Paul faisait allusion tout à l'heure, et il a fait carrière, d'autres encore, ceci pour dire que l'Académie a formé sans doute, bien sûr, des peintres, des sculpteurs, des graveurs, etc. Mais elle a également formé des gens à d'autres disciplines, je pense. Alors, on pourrait aussi évoquer la bande dessinée. Bien avant le Yellow Kid de Richard Coate aux États-Unis en 1896, vous aviez ici, à Liège, des artistes comme Auguste Donnet par exemple,
comme François Maréchal, comme Ernest Marneffe, qui ont fait des illustrations qui s'apparentent tout à fait à de la bande dessinée, qui sont de la bande dessinée, et qui étaient publiées dans une revue liégeoise, un hebdomadaire liégeois. C'est tout à fait peu connu, enfin alors, ça révèle que, évidemment, les peintres à l'époque ne gagnaient pas toujours leur vie en tant que peintres au début de leur carrière. Les Liégeois, comme les Français d'ailleurs, hein, on a quelquefois un peu oublié que Claude Monet, avant de peindre Impression Soleil Levant, avait lui aussi fait des caricatures. Donnet, Marneffe, Maréchal, avant de faire de la peinture ou de la gravure, ont eux aussi fait de nombreuses illustrations et lancé un genre d'histoire en images qui peut être considéré comme les prémices de la bande dessinée. Ceci à la fin des années 80, hein, 1880 bien évidemment. On pourrait toujours dans le domaine de la bande dessinée évoquer la toute première planche de Spirou qui est signée Robert Welter, un dessinateur français qui travaillait à Paris à cette époque-là. Et Robert Welter est sollicité pour illustrer une nouvelle revue destinée aux enfants qu'imagine l'éditeur Dupuis. Cette revue, c'est Spirou. Welter est accablé de travail et il fait appel à une de ses connaissances liégeoises pour l'aider. Et on suppose aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de l'histoire de Spirou qui le précisent, on suppose que la première planche de Spirou, celle qui paraît dans le tout premier numéro et qui voit apparaître le personnage de Spirou pour la première fois, serait dessinée non pas par Robvel, même si la planche est signée Robvel, mais par Luc Lafnay, qui avait fait ses études ici à l'Académie et qui était peintre de formation, qui a émigré à Paris au début des années 20, que Georges Simenon d'ailleurs a très bien connu. Luc Lafnay avait d'ailleurs signé la première illustration pour le premier texte de Simenon. Et Simenon, lorsqu'il quitte Liège, c'est pour retrouver Lafnay à Paris. Toujours dans le domaine de la bande dessinée, on pourrait évoquer un autre peintre qui a suivi les classes de peinture ici à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est Victor Rubinon, le célèbre créateur avec Jean-Michel Charlier de Bugdani qui paraîtra dans l'immédiate après-guerre de nouveau dans le magazine Spirou, dans le journal de Spirou. Victor Rubinon avait fait ses études à l'Académie et on raconte que Rubinon et Charlier faisaient les poubelles de l'hôpital des Anglais dans l'immédiate après-guerre pour avoir des bandes dessinées américaines que oubliaient les soldats soignés à l'hôpital Saint-Laurent. J'ai peut-être dit l'hôpital des Anglais, c'est à l'hôpital Saint-Laurent, l'hôpital militaire Saint-Laurent, bien sûr, que ça se passait. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'Académie forme toujours des peintres, des sculpteurs, des graveurs. Je devrais peut-être aussi insister, nous devrions peut-être aussi insister sur l'importance qu'a toujours représenté le dessin. Jean-Paul y a fait allusion dès le départ. Le dessin a toujours été, pour l'Académie de Liège, un élément fondateur. C'est un petit peu le fil rouge, c'est un petit peu l'âme de l'Académie des Beaux-Arts, puisque du dessin, on en a enseigné à toutes les époques. À une certaine époque même, ça s'est appelé l'école gratuite de dessin. Et aujourd'hui, tous les étudiants, quel que soit leur choix, qu'ils aient choisi la scénographie, la bande dessinée, l'illustration, la publicité, la vidéo, que sais-je, ils ont tous, quelle que soit leur année, quelle que soit leur option, ils ont tous une formation de dessin
c'est resté une spécificité de l'Académie de Liège, restant ainsi fidèle à l'option définie dès le départ par Léonard de France. Alors, aujourd'hui, on pourrait se demander, dans le monde du XXIe siècle, pourquoi faire des études dans une école supérieure des beaux-arts. On peut l'imaginer, la société n'a pas tous les jours besoin d'un sculpteur, d'un peintre ou d'un illustrateur, encore que. Certes, tous les étudiants que nous recevons ne deviennent pas des artistes célébrés par le monde des biennales ou des musées ou des centres d'art, mais même si certains connaissent la notoriété, la célébrité, la reconnaissance à ceux pour lesquels ils se sont engagés à l'Académie, mais je voudrais insister sur le fait que dans la société qui est la nôtre, nous avons besoin de personnes qui ont cette capacité à inventer, qui ont cette capacité à être, peut-être pas des artistes, mais à être des créateurs. Et je pense que dans quelque domaine que ce soit, dans le monde d'aujourd'hui, des créateurs, des inventeurs, nous en avons besoin. Nous n'avons pas tellement besoin de reproducteurs, mais nous avons besoin d'inventions. Et si on a fait des études de 5 ans en peinture, on ne va peut-être pas gagner sa vie comme peintre, mais on aura peut-être acquis une certaine disposition d'esprit qui... pour illustrer, je pense souvent à une de mes anciennes étudiantes qui, après ses études, m'avait fait cette réflexion un peu surprenante. Vous savez, M. Delette, l'Académie, c'est une école qui forme des autodidactes. Alors, quand on entend ça pour la première fois, on peut être un petit peu surpris. Et puis quand on réfléchit 2 secondes, on pourrait finalement souhaiter que n'importe quelle école forme des autodidactes dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque le directeur Daniel Sluze, retraité lui aussi, m'a demandé est-ce qu'on ne rééditerait pas le premier livre? Parce qu'en fait, lors du 220e anniversaire de l'école, on avait édité un premier livre sur l'histoire de l'école. Le livre était épuisé, et donc Daniel Sluze m'avait demandé « Philippe, est-ce qu'on ne rééditerait pas le livre ?» Alors je lui avais dit « Oui, ok, bien sûr, on va faire, mais on va retravailler tout ça. » Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. On a travaillé, Jean-Paul et moi, à préciser certaines choses. On a découvert beaucoup de nouvelles choses. On est parti du texte initial de Jean-Paul et on a cherché à l'illustrer, on s'est mis en tête de développer toute une série de petits points, d'éclairer le problème notamment de l'ambulance auquel Jean-Paul faisait allusion, cet épisode inattendu de l'après-guerre 1918. La visite de Léopold II lors de l'inauguration et différentes choses de ce type. Et alors, on a accumulé une quantité assez étonnante de documents photographiques et on s'est mis comme principe de ne choisir que des images inédites, des images qui n'avaient jamais été publiées dans le premier livre. J'ai rassemblé des photos en visitant les différentes institutions liégeoises, mais aussi, et si je peux me permettre ici de les remercier, toute une série d'anciens étudiants qui m'ont confié très gentiment leurs photos. Je les ai numérisées et je les ai conservées. Je les conserve pour peut-être
une édition future, plus illustrée peut-être encore à l'occasion, dans 5 ans, Jean-Paul, du 250e anniversaire de l'école. Quant à moi, je voulais quand même rappeler que l'école est composée de 3 grandes entités. On en a perdu une. L'école avait l'architecture à l'origine et cette architecture a disparu. Moi, elle est passée dans une intercommunale et maintenant à l'université dans les années 70-75. Mais il y a 3 grandes sections dans l'établissement, un enseignement supérieur artistique, un enseignement secondaire de plein exercice artistique et un enseignement secondaire socioculturel, dit classiquement les cours du soir. Je suis entré ici en 84 sur papier, comme je donnais cours dans l'enseignement secondaire supérieur. À ce moment-là, la ville étant en faillite, avait dû se résoudre à abandonner l'aspect 100% culturel, car notre école dépendait de l'échevin de la culture. On devait passer à l'échevin de l'instruction publique. On changeait de ministère même en quelque sorte. Et on m'a appelé ici. Les sections secondaires actuelles, c'est la continuation des sections préparatoires qu'on connaissait depuis le début du 19e siècle. C'est une section très peu connue, soit dit en passant. On oublie souvent que l'enseignement secondaire actuel est divisé en général, technique, professionnel et artistique. Seules 4 écoles ont la forme dite artistique, dont Liège. Quelle est la spécificité? C'est effectivement que nous avons des étudiants qui se sentent artistes et qui n'en sont pas tout à fait sûrs, qu'il va falloir soit les orienter effectivement vers les arts, soit leur dire qu'ils se trompent et qu'ils doivent faire absolument autre chose. Et on a mis l'accent sur la créativité, en quelque sorte, dès l'enseignement secondaire. Et on entre lentement dans cette procédure. Donc les élèves qui arrivent ici en 3e année secondaire vont pendant 4 ans, lentement mais sûrement, se former et décider de leur avenir finalement en sortant de l'enseignement secondaire qui donne un diplôme comme à l'Athénée ou dans une école technique ou professionnelle. Et ça c'est fort important parce que j'ai quand même travaillé là pendant quasiment 30 ans finalement, et les dernières années je les ai fait comme coordonnateur de l'enseignement secondaire, donc je ne donnais plus cours. Nous avons un grand nombre d'élèves qui auraient probablement perdu pied dans la vie par après, qui ont récupéré ici et qui ont pu bien s'orienter par après. À peu près 80% d'entre eux continuent directement en art, soit à Liège, soit dans les écoles supérieures bruxelloises, et dans les 20 autres pourcents, il y en a 10 qui vont tout à fait ailleurs et qu'on ne connaît plus à la limite, mais il y en a aussi 10% qui vont dans l'enseignement artistique, dans leur suivant Régenda pour donner des cours de dessin par exemple, ou des cours de peinture, de dessin dans l'enseignement secondaire, et un certain nombre qui vont à l'université dans les sections surtout d'histoire de l'art et d'architecture aussi. Hein, oui. Donc là il y a des débouchés en quelque sorte dès le secondaire. Mais c'est surtout cette volonté de créativité qui est fort importante, qui est parfois fort étonnante vis-à-vis des parents qui nous demandent où est-ce que ça mène, à quoi est-ce que ça sert ce type d'école, même en secondaire, parce que nos enseignants artistes ne vont pas donner un cours technique, donc ils ne vont pas enseigner une technique, ils vont seulement, je crois, accompagner l'élève dans sa recherche de la technique qui le concerne le mieux et qu'il préfère. Donc c'est remarquable. Et là, si on peut le dire, il y a quand même un peu de danger, parce que je vous ai dit tout à l'heure que peu de gens connaissaient l'existence des 4 écoles artistiques secondaires de plein exercice, et on ne sait pas dans les réformes actuelles prévues par les différents ministres successifs où on sera. La ministre précédente ne connaissait pas l'existence de ces sections. Elle nous a toujours confondus avec les sections d'art appliqué qui se trouvent dans l'enseignement technique. Nous ne sommes pas de l'enseignement technique, nous sommes bel et bien de l'enseignement artistique avec une autre finalité, et j'espère sincèrement qu'elle sera respectée, cette finalité,
dans les futures réformes.